Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, c'est Kevin pour League of War, et oui, je sais, j'ai certainement les yeux un peu explosés, je suis claqué pour être honnête, il est 22h30 samedi, alors que j'enregistre généralement le vendredi soir, donc là je suis très en retard, mais bon, c'est le dernier week-end de mes parents au Japon avant le retour en France, donc j'ai pas pu me libérer, vous comprendrez, j'imagine. Ce qui veut dire également que, bon, hormis les petits regards que j'ai pu porter aux différents projets cette semaine sur Kickstarter via l'application sur smartphone, j'ai pas tellement étudié les projets, soyons honnêtes, donc c'est clairement pas le menu crowdfunding qui sera le plus informé de l'histoire de ce format. Mais bon, ça n'a pas une grande importance en soi. Et du coup, eh bien, on va aller tout de suite sur la chaîne pour le petit point hebdomadaire, il n'y a pas grand chose à en dire, je pense que ces dernières semaines, on passe très rapidement sur le point sur la chaîne parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de nouveautés. Ceci dit, la semaine dernière, il y en avait eu pas mal, donc je vous encourage à nouveau à aller les voir si vous n'avez pas encore fait, hein, les reviews et XP parties de Mistwind, la petite review de Tracking Through History qui, comme je l'imaginais, fait assez peu de vues, mais c'est un jeu qui mérite qu'on se penche dessus quand même malgré tout, donc allez la visionner si le thème en tout cas vous intéresse, si vous aimez les jeux assez accessibles et familiaux, et puis le petit patron l'addition qui fait toujours sa petite vie tranquillou, même si fait quand même beaucoup moins de vues que le mois précédent, ce qui est un petit peu dommage, mais en même temps on est sur une semaine très chargée, donc je peux le comprendre également. Donc on peut s'orienter maintenant vers le sondage de la semaine. Il y avait très peu de jeux dans le sondage de la semaine. D'ailleurs, je vous encourage tout de suite à aller voter. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez le lien pour le sondage de la semaine prochaine. Donc allez voter pour le ou les projets qui vous intéressent le plus pour la semaine à venir. Et de cette semaine, comme vous le voyez, il y avait seulement 5 projets annoncés. Et le grand vainqueur de la semaine, c'est le rien pour moi cette semaine, mais voici un joli champ de tulipes. Juste derrière quand même, il y a quand même Peacemakers Horrors of War qui est à 17 voix, ce qui est quand même pas rien du tout. 17 voix ça suffit généralement pour obtenir la première place du sondage, mais cette semaine, comment dirais-je, le mot à souligner, c'est avant tout le désintérêt pour la majorité des campagnes qui se sont lancées cette semaine. Et pourtant il y avait quand même quelques petites... comment dirais-je, quelques petits projets qui méritaient qu'on se penche sur eux, notamment Peacemakers, comme vous l'avez souligné ici, et puis étonnamment, en dernière position, Guilty Gear, qui est quand même une grosse licence de jeux vidéo, même si peut-être un peu oublié dernièrement, et qui plus est par Level 99 Games, autrement dit par l'éditeur et les créateurs de Bullet, qui est désormais en VF grâce à Matago. Donc je pensais qu'il serait un peu plus attendu que ça, et pour le coup, c'est pas le cas du tout. Du coup, on va s'orienter vers les 3 parties habituelles, à savoir donc les entrées, les plats, les desserts, sauf que ces 3 parties vont être particulièrement légères, pas parce qu'on est dans un restaurant de haute cuisine, de gastronomie hyper poussée, dans lequel vos assiettes font 25 cm de large et le contenu 2, mais simplement parce qu'on est toujours dans cette fameuse semi-trêve estivale pendant laquelle on n'a pas beaucoup de projets sur Kickstarter, GameFound et les autres, donc ce sera très court. On est parti. Très court, comme je le disais, a fortiori, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas étudié en profondeur les projets, mais bon, pour ce qui est de la première partie, à savoir donc les entrées, ça tombe plutôt bien, puisque vous le savez, ce sont des projets sur lesquels je passe moins de 2-3 minutes maximum, le premier étant ici un petit jeu en PNP, donc en Print and Play, intitulé Small Time Heroes, qui est un petit jeu pour 1 à 2 joueurs, pour 30 minutes par joueur, et finalement pour 14 ans et plus. Et comme vous le voyez, pour l'instant ça commence doucement, on est pile poil presque à 100 contributeurs, 17 jours avant la fin de la campagne, c'est largement financé, les PNP sont toujours assez faciles à financer. Vous le voyez avec une petite direction artistique qui est un petit peu mignonne sans vraiment l'être, c'est pas vilain, pour du print and play ça semble présenter plutôt pas mal. C'est un jeu coopératif qui s'apparente à un roguelike en deck building qui plus est. Donc en termes de gameplay, ma foi, ça peut être relativement intéressant sur le papier. Le roguelite en deck building, ma foi, pourquoi pas, ça peut s'y coller plutôt bien. Et donc vous aurez donc la possibilité d'y jouer avec un seul ou 2 personnages, que ce soit à un joueur ou à 2 joueurs, parce que vous pouvez tout à fait contrôler les 2 personnages, j'imagine, en tout cas à 2 mains. Ce n'est pas une chose qui est impossible à mon avis, hein, je n'ai pas exploré la campagne suffisamment pour vous le dire. Et donc vous allez tataner des monstres et des vilains en tout genre, en essayant d'obtenir de nouvelles cartes pour vous rendre encore plus puissant, encore mieux équipé.
Le tout pour 3 $ pour ceux qui voudraient donc prendre ce petit pledge, The Small Time Pledge. Sachez que vous pouvez aussi télécharger les règles ici et que vous pouvez également tester le jeu sur Tabletop Simulator pour ceux que ça pourrait intéresser. Vous avez aussi un petit Hero Pledge pour 9 $ supplémentaires qui vous permettra d'accéder à du nouveau contenu pour le jeu mois après mois. Vous avez un petit planning ici en septembre jusqu'à février. Il y aura de nouveaux personnages, de nouvelles campagnes j'imagine, à aller jouer tout simplement au fur et à mesure que le jeu s'enrichit de nouvelles choses. Voilà, ma foi, c'est après tout, c'est une campagne qui, pour du PNP, présente plutôt très bien. On a une campagne vraiment bien présentée. C'est pas toujours le cas des PNP, parce que souvent ce sont des petits projets qui n'ont pas beaucoup de moyens. Là, c'est plutôt bien foutu, donc ma foi, ça donne envie de s'y intéresser, même si pour l'instant, seules 100 personnes se sont ruées sur le projet. Voilà pour Small Time Heroes, le petit PNP des familles. Le petit projet qui fait plaisir cette semaine, c'est aussi Minikin Barrel Brawl, un petit jeu créé par un adolescent de 17 ans. Et oui, créez-vous des jeux quand vous aviez 17 ans? Moi non. Minikin Barrel Brawl, c'est un petit jeu pour 30 minutes, donc très familial, hein, c'est pour du 9 ans et plus, et c'est pour 2 à 3 joueurs, ce qui est une configuration assez rarement vue, mais au moins c'est honnête de ne pas dire on peut jusqu'à 4 joueurs où on a un mode solo, alors que c'est pas vraiment, c'est potentiellement un peu bancal parfois. Là, il se dit non, je fais pas de mode solo, non, on joue pas jusqu'à 4, c'est jusqu'à 3, et c'est marre, vous pouvez jouer aussi à 2, mais à mon avis, le jeu est forcément un peu plus intéressant à 3 dans sa configuration qui est la sienne, avec donc 3 petites factions légèrement asymétriques, que vous allez donc jouer légèrement différemment l'une de l'autre, et dans lequel le but est essentiellement d'aller collecter des ressources qui sont des berries, donc des baies on va dire de la forêt, en incarnant des petits esprits qui peuplent cette dernière, mais c'est un jeu qui est hautement basé aussi sur l'aspect chance. On va beaucoup jeter de dés, notamment au niveau des petits combats entre nos différentes factions, et simplement celui qui jette le plus haut dés l'emporte. Donc voilà, c'est très porté sur le jet de dés et la chance du coup, mais en contrepartie, celui qui perd le combat, lui, va gagner des petits bonus, des petits Power Berry que vous voyez ici, qui lui permettront par la suite de finalement récupérer un petit peu un mécanisme de rattrapage, on va dire, de rattraper un petit peu les autres personnages en devenant plus puissants qu'eux grâce à ces Power Berry. Donc il y a quand même un truc pour contrebalancer l'aspect très chance des dés, mais bon, sachez que c'est quand même un jeu très disons orienté famille, que vous pourrez jouer avec des petits enfants, mais qui ne sera pas vraiment très intéressant dès lors que vous avez plus de 17, enfin même moins que ça, plus de 12, 13, 14 ans à mon avis. Mais bon, quoi qu'il en soit, Minikin Barrel Brawl dans sa version standard est à 35 livres, elle s'accompagne donc de quelques petites miniatures, en plus des tuiles et des cartes qui vont avec, mais vous avez aussi l'option, pendant le Kickstarter, de mettre la main sur le Collector's Edition à 75 livres, oui, c'est pas donné, avec les ressources, donc les petits Red Berries qui sont cette fois-ci imprimés peut-être sur du bois, j'ai l'impression, et screen print, donc sérigraphié. Également un poster en A2 avec votre nom dessus, votre nom et ceux de tous les autres backers de ce niveau bien sûr, du PDF pour éventuellement avoir une sorte d'artbook du jeu, et puis finalement un petit artwork signé par ce petit auteur de 17 ans. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus, je ne suis pas sûr que la différence entre les deux versions justifie la différence de prix également. Mais bon, vous me direz ce que vous en pensez malgré tout. Voilà pour Minikin Barrel Brawl, et ne serait-ce que parce que l'auteur a 17 ans, on peut quand même le souligner, hein, donc Jérémy Varkel apparemment, Varklova peut-être, 17 ans, c'est quand même pas rien de créer un jeu, donc on pourrait aussi se dire, peut-être que dans 10 ans, 20 ans, le mec créera des jeux 4X, complexité 4.5 sur BGG, on verra bien. Pour l'instant, Minikin Barrel Brawl, c'est seulement 18 contributeurs, mais ça vient d'être lancé 29 jours avant la fin de la campagne. C'est tout pour les entrées, on passe maintenant au plat de la semaine. Le premier plat de la semaine, c'est le nouveau jeu de Brotherwise Games, dont on a déjà parlé dans le menu à 2 reprises, si mes souvenirs sont bons. C'est leur 10e projet sur Kickstarter, et dans le menu, on avait parlé de... plus que ça en fait, hein, c'est plus que ça, ils sont apparus au moins 5-6 fois. On avait parlé de Call to Adventure pour la nouvelle extension Epic Origins, je crois qu'on avait aussi parlé de Overload, et puis ensuite les autres c'est sûr, hein, Castles by the Sea, Stormlight, et puis finalement l'année dernière Empire's End, qu'on avait couvert également.
Et donc c'est un éditeur qui fait souvent de beaux petits scores, pas forcément des trucs énormissimes, mais souvent des beaux scores quand même. Ils avaient d'abord été connus pour Boss Monster, puis par le biais de Call to Adventure qui avait fait un super résultat. Jeu auquel j'avais joué avec Xavier à 2-3 reprises, que sympatoche, mais avec un petit goût de et alors à la fin, qu'on avait un petit peu trouvé déplaisant, et du coup Xavier l'avait revendu. Par contre, Castles by the Sea, j'aime beaucoup la DA, j'aimerais bien l'essayer un jour. Par la suite, Empire's End, qui avait aussi l'air d'être assez sympa. En plus, c'était un design de John D. Clare, plus, je pense, la DA de Kwancha Moria, si je me souviens bien. Donc, qui avait fait un beau succès avec 4000 contributeurs quand même. Et donc, du coup, ils nous reviennent avec Dungeon Kart, une sorte de, simplement de Mario Kart-like, avec des personnages qui sont pas de la licence de Mario, tout simplement. Alors ça coûte beaucoup moins cher, mais du coup, ça fait ce côté un petit peu cheapo, ce que, personnellement, j'apprécie modérément. Autant un jeu de société de Mario Kart ayant la licence, bon, je suis pas un gros fan de licence de manière générale, mais bon, pourquoi pas, et je pense que ça pourrait faire un beau succès. Mais là, du coup, ça fait juste, bon, on a essayé de faire un Mario Kart, mais on n'a pas la licence, donc c'est un peu cheapos, mais bon, on verra bien. Et pour le coup, ça marche pas mal du tout en fait. 2240 contributeurs pour l'instant en fin de première semaine, c'est tout sauf rien. 12 jours avant la fin de la semaine, on est déjà sur sur la piste d'un résultat relativement habituel pour cet éditeur, avec près de 160 000 € d'engrangés pour l'instant, donc c'est loin de se passer mal pour eux. Dungeon Kart, comme j'ai pu vous le dire, c'est donc un jeu de karting un petit peu à la Mario Kart, ce qui veut bien dire que vous allez choisir un personnage, vous allez faire des courses autour de différents tracés qui vont être modulables d'une course à l'autre en fonction de l'agencement des tuiles et des tuiles que vous allez sélectionner d'une partie à l'autre. C'est potentiellement pour 2 à 8 joueurs, mais vous verrez bien que dans la boîte de base, je crois qu'il n'y a que 4 ou 5 personnages accessibles, donc il faudra certainement aller chercher une extension pour pouvoir jouer jusqu'à 8 joueurs. Je vous répète encore une fois que j'ai pas checké tellement les projets cette semaine, par manque de temps. C'est pour 10 ans et plus, donc c'est très accessible, et c'est pour des parties assez vives et rapides, pour 30 à 60 minutes la partie. J'imagine que ça dépend hautement du nombre de joueurs autour de la table. Alors donc, continuons, les pledge levels d'entrée. Alors avec Dungeon Kart pour le pledge bronze, comme vous le voyez ici, à 50 $, pour 10 tuiles de circuit double face, donc pour une grosse modularité de circuit. Ensuite, on a 6 Boss Monster Racers and Character Cards, donc en gros, on a 6 personnages, et donc pas 4 ou 5 comme je disais, mais 6, et donc j'imagine que l'extension apportera 2 autres personnages. Ensuite, les plateaux individuels, est-ce qu'ils sont asymétriques ou pas? Là, en présence de ce qu'on a là, je ne saurais pas vous le dire. Je sais pas, j'imagine que les monstres eux-mêmes, voilà, on voit sur les cartes ici, ont des petites compétences asymétriques, ce n'est pas très intéressant. Donc je pense que les plateaux ne le sont pas, mais que les personnages eux-mêmes le sont, j'imagine. Et on voit aussi d'ailleurs qu'on n'a pas de miniature, mais de très jolis standees en acrylique. C'est à la mode depuis 2-3 ans, et quand c'est bien fait, c'est quand même très joli, et ça rend bien. Donc pourquoi pas. Ensuite, le reste des composants avec essentiellement du carton, qui j'imagine par la suite dans les autres versions va être de l'oxyfié avec des pièces de métal par exemple, on verra bien. Les petits tokens de danger, ensuite on a les Epic Hero Tokens and Cards, il y a aussi des petits héros, mais nous on va jouer des vilains j'imagine, intéressant. Ensuite, continuons, les Spell Cards, ok, donc des choses qu'on pourra utiliser pour détruire les autres joueurs, vraiment très à la Mario Kart. Ensuite, version Silver, donc la version argent, 60 $, tout ce qu'il y avait dans l'édition bronze, plus cette nouvelle tuile avec du Void, donc du vide, j'imagine une sorte de mécanisme supplémentaire qui vient s'ajouter au jeu. Ensuite, un nouveau personnage, donc Cerebellus, plus son petit dashboard, donc ce petit plateau individuel. Et donc le 8e personnage, il faut aller le chercher dans le gold, ouais d'accord. Donc en gros, vous pourrez jouer à 8 seulement si vous prenez le gold en fait. Et à 7 si vous prenez le silver. Ouais, c'est un petit peu moche comme stratégie, mais pourquoi pas. 80 $ donc pour avoir la même chose que ce qu'il y a dans le bronze et le silver, plus 8 nouvelles tuiles, cette fois-ci enneigées. Plus le dernier personnage donc qui s'appelle The Brothers Wise, ok, petite référence, auto-référence à l'éditeur, plus les tokens de métal, donc comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis également un tableau pour noter qui finit premier, deuxième, troisième, etc. que vous pourrez effacer à volonté. Ok, et tout ça pour 80 $, ouais, bon, avec les pièces de métal, etc. Ok, pourquoi pas. C'est pas donné quand même.
Ensuite, le gameplay rapidement, get ready, donc vous choisissez votre monstre, vous prenez un plateau et sa carte ainsi que son petit token. Ensuite, on va à chaque tour déplacer son cran, enfin son levier de vitesse en gros, d'un cran vers le haut ou vers le bas. Ensuite, eh bien, la course commence, on se jette les uns sur les autres, on va utiliser des points de mouvement pour conduire, pour éventuellement rentrer dans nos adversaires et donc les décaler d'une case, pour drifter ou pour prendre un virage au cordeau. Ensuite, Race Like a Boss, on va donc au cours de la partie récupérer différents items tels que des enchantements, des bombes, des boules de feu à utiliser, des cartes de téléportation également pour prendre les devants. Donc c'est vraiment copie-coller de Mario Kart mais version plateau et sans la licence en gros. Vous avez ici le livret de règles à télécharger éventuellement pour ceux que ça pourrait intéresser. Et pour le reste, on va aller checker rapidement les frais de port qui se trouvent ici. Pour le Canada et l'Union Européenne, 12, 15, 17 en fonction du pledge que vous allez choisir. Et puis pour nous qui sommes dans le reste du monde, ce serait 20, 25, 30, jusqu'à 50 potentiellement en fonction du niveau de pledge. Voilà ma foi ce que je peux vous dire concernant Dungeon Kart, le nouveau projet de Brotherwise Games, qui pour l'instant se porte plutôt pas mal, même si, vous l'aurez compris, je trouve que ça manque assez méchamment de charme, notamment au niveau de la DA des personnages. Vous me direz ce que vous en pensez, moi je trouve ça pas très original, et en plus de ça, pas très joli non plus. Celui-ci aussi est hautement inspiré d'une licence de jeu vidéo, mais celui-ci a la licence en question. Il s'agit de Guilty Gear Strive, le nouveau projet de Level 99 Games, autrement dit les créateurs de Bullet entre autres, mais également de tout un tas d'autres jeux qui sont souvent très originaux. Et pour le coup, ben c'est pas forcément le cas pour Guilty Gear, qui est un petit jeu de duel pour 2 joueurs, pour 15 minutes la partie, donc très court, et très léger, très accessible semble-t-il en tout cas, c'est ce qu'on semble dire ici par le petit Light, un jeu très léger, très accessible. 25e projet déjà pour Level 99 Games, on va faire un petit rappel très bref de ce qu'ils nous ont pondu précédemment pour ceux que ça pourrait éventuellement intéresser. Donc pas mal de jeux très intéressants au début en tout cas, hein, avec pas mal de jeux assez uniques, assez vraiment originaux dans le gameplay. Argent, j'aimerais beaucoup le tester parce que vraiment il a l'air très sympa, même si la thématique m'attire pas outre mesure. Mais surtout Millennium Blades, le CCG Simulator, Collectible Card Game, donc un petit peu façon de l'Orcana si on veut. Mais donc un simulateur de CCG qui n'en est pas un, même s'il y a des masses de cartes éventuellement pour ceux qui s'intéressent vraiment au jeu et qui veulent tout ce qu'il y a. Mais super intéressant, je sais que Xavier y a déjà joué et qu'il avait adoré, moi je n'y ai jamais joué donc je pourrais pas vous le dire, mais c'est un jeu qui a l'air d'être intéressant. Exceed, autre jeu de combat que vous avez déjà fait précédemment, j'imagine que c'est assez similaire à ce qu'on nous propose via Guilty Gear, je pense que ça reprend essentiellement Exceed, mais avec une licence. Mais bon, à confirmer, hein, je n'ai pas joué à Exceed, mais c'est l'impression que ça donne visuellement au niveau des cartes notamment. Argent the Consortium avait l'air vraiment très sympa, donc, comme j'ai dit tout à l'heure. Ensuite, il y avait quoi aussi? Il y avait Imperial, c'est vrai qu'il avait l'air cool aussi. Et puis plus récemment, donc Bullet, avec la version cœur et avec la version étoile aussi. Et puis, il y a un an et demi, il nous avait aussi pondu Dead by Daylight, donc déjà une adaptation de jeux vidéo. Donc c'est peut-être quelque chose vers lequel il s'oriente de plus en plus, je ne sais pas. En tout cas, après Dead by Daylight, autre gros succès du jeu vidéo qui revient via Level 99 sur Kickstarter, c'est donc Guilty Gear, le fameux jeu de baston. Et donc vous aurez accès à tout un tas de personnages, comme ici Soul Bad Guy, j'imagine. Avec chacun leur propre carte unique, avec les compétences uniques, à les comboter dans tous les sens. Vous pourrez les utiliser directement ou les stacker dans une réserve, j'imagine, pour vous donner des bonus, etc. Et puis le premier qui réussit à réduire les points de vie de son adversaire à néant l'emportera. Voilà, j'ai envie de dire, c'est pas compliqué, hein, c'est bête comme chou, hein, j'ai envie de dire, mais en même temps, les jeux de duel, de combat, ça me semble être suffisant, d'être très sain, d'être très abordable, même si ici ça m'évoque aussi un jeu qui m'avait pas mal déçu en termes de déplacement, hein, simplement, c'est Twisted Fables. Alors, aucun rapport, hein, c'est pas un deck building, mais simplement au niveau du déplacement sur cette frise d'un adversaire vers l'autre, où on peut passer au-dessus ou en dessous, etc. Bref, ça me fait penser un petit peu à ce mécanisme qu'on voyait déjà dans Twisted Fables, qui m'avait pas mal déçu. Donc au-delà de ça, en plus, Guilty Gear, c'est pas un jeu que je connais très bien, hein, pour sa version jeu vidéo, donc je saurais pas quoi trop vous en dire.
Quoi qu'il en soit, l'édition Standard est à 99$ sur Kickstarter contre 130 apparemment en boutique, avec ici, vous le voyez, des petites talkbox, donc des petites boîtes pour contenir l'essentiel du matériel de chacun des personnages. Donc vous aurez plein de petites boîtes dans la grosse boîte, avec donc votre carte de personnage unique, ainsi que toutes ces cartes d'attaque normales et toutes ces cartes d'attaque spéciales, et même ces cartes d'attaque ultra, donc en gros c'est Ultimate, si on reprend un petit peu le vocable de Dice Throne. Et donc il y aura au total 20 personnages jouables, ce qui vous donne potentiellement 190 match-up potentiels, alors qu'on voit ici donc Kaikisuke, Mei, Aklo, Chip Zan 9, bref, j'arrive pas à lire leur nom. Mais bon, vous aurez donc les 20 personnages de base que vous voyez ici, et au total 695 cartes, ça fait beaucoup de cartes à aller explorer, beaucoup de combos à aller imaginer, malgré l'apparente accessibilité du jeu. Et donc chacun avec leur propre talkbox, ce qui est plutôt très appréciable. Ensuite, le tapis de néoprène, pour donc la frise sur laquelle vous allez évoluer avec vos combattants, et votre propre zone de jeu d'un côté comme de l'autre. Ensuite, vous avez l'édition collector à 180 balles, ça commence à douiller un petit peu, au lieu de 235 en boutique ceci dit. Et cette fois-ci, ça vient vous ajouter des petits standees en acrylique. On parlait tout à l'heure de standees en acrylique qui sont de plus en plus populaires. On en voit encore un exemple ici avec l'édition collector de Guilty Gear, avec donc les 20 personnages qui auront eux aussi, cette fois-ci, leur petit standee en acrylique très joliment réalisé. Plus des pièces en métal comme il y en a tout à l'heure. Ensuite un playmat supplémentaire double épaisseur et stitché sur les bords, et ça fait plutôt plaisir. Et c'est pas fini, on a aussi l'édition Ultimate, donc là c'est le all-in j'imagine, à 500$. Alors là ça commence à toucher un petit peu le PIB de l'Ouzbékistan, avec tout ce qu'on a vu précédemment, plus 16 nouveaux personnages j'imagine. Ouais, 16 autres personnages j'ai l'impression. BlazBlue, The Board Game. Ah d'accord, ok. Donc c'est Guilty Gear plus un autre jeu intitulé BlazBlue. Ok, qui est compatible avec Guilty Gear, donc vous pourrez faire des match-up entre les personnages de Guilty Gear et les personnages de BlazBlue, j'ai l'impression. Mais donc c'est un jeu à part qui n'appartient pas à la licence de Guilty Gear, mais que vous pourrez utiliser. Et effectivement, comme je le pensais, ça reprend quand même globalement le gameplay de Exceed avec la frise, la zone de jeu personnelle, les cartes, etc. etc. Ok, je suis pas étonné. Ma foi, c'est à peu près tout, et en add-on, on pourra ajouter apparemment BlazBlue, des boîtes de Exceed apparemment. Donc BlazBlue et Exceed c'est la même chose, j'ai l'impression. Donc on pourra ajouter des boîtes de Exceed, et donc Exceed et Guilty Gear seront bien compatibles l'un à l'autre, pardon. Ensuite, pour le shipping, canadien c'est 16,19,38, pour l'Europe 15,16,16, ça reste très abordable même pour l'Ultimate. Et puis pour Asia, donc Rest of Asia, excusez-moi, Best of Asia, 39,50, 119, ouh, ça pique pour un jeu qui, j'imagine en tout cas, provient du Japon, 120$ pour l'Ultimate Edition, ça pique méchamment les frais de port. Et ma foi, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Ceci, je vois que comme d'habitude pour Level 99, c'est Asobition, un petit éditeur d'Osaka, qui assurera la version japonaise. Donc en fait, on n'a pas besoin d'aller baquer et payer 120 boules pour la version japonaise, elle sera en boutique. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est pas un jeu qui m'intéresse outre mesure. Et comme vous voyez, on n'est pas sur un gros succès pour l'instant de la part de Level 99, avec 1160 contributeurs. Alors certes, 200 000 € d'engrangés, c'est pas rien du tout, mais c'est pas énorme, 17 jours avant la fin de la campagne. Et du coup, ça c'était le dernier projet des plats principaux, il n'y en avait que 2. Et donc on s'oriente vers le petit dessert de la semaine, à savoir donc Peacemakers. Et le seul dessert de la semaine, alors que je me rends compte que apparemment Earthborn Rangers va faire une seconde impression, intéressant, le seul projet dessert de la semaine, excusez-moi, c'est Peacemakers Horrors of War, le nouveau projet de Sami Laakso, donc de Snowdale Design, qui vient de Finlande, si je ne me trompe pas, avec pour l'instant 800 backers du côté de chez GameFound et 53 000 € d'engrangés. Le projet est donc financé de justesse, 26 jours avant la fin de la campagne, et ma foi, y a pas à chier contre un radiateur, hein. Ça a l'air d'être très sympatoche. En même temps, souvent, Sami Laakso, sur ses derniers projets en tout cas, c'est de la science, hein. C'est de la science en intraveineuse le truc, ça a l'air d'être vraiment très sympatoche.
Peacemakers, c'est un petit jeu en coopération pour 1 à 4 joueurs pour des parties de 90 minutes et c'est un jeu qui, encore une fois, vous permet de jouer des animaux anthropomorphiques pour aller ici simplement réussir à établir la paix entre une zone de guerre entre deux factions et le tout géré par des decks de cartes qui a d'être très malin. La gestion des decks de cartes de chacune des armées en présence a l'air d'être vraiment cool, puisque vous allez voir ici deux decks, donc le deck d'une des factions et celui de l'autre ici. Et en fait, vous allez à chaque tour retourner deux cartes, un de chaque paquet que vous voyez ici. Et donc il faudra appliquer les deux effets, ce qui veut dire que en fonction de la façon dont les cartes vont sortir, les actions que vont accomplir les armées en présence vont être radicalement différentes d'une partie à l'autre. Et en plus de ça, il y a plusieurs scénarios disponibles, je crois qu'il y en a 6 si je ne me trompe pas. Et donc vous allez partir sur un jeu qui a une grande rejouabilité et une assez grande modularité également. Le tout avec une très belle direction artistique, le tout avec des petits carnets à fascicules très sympatoches, le tout avec également des petits meeples screen print du plus bel effet, de très jolies cartes comme c'est souvent le cas avec Samy Laxo. Bref, on a l'impression ici d'avoir un jeu qui vraiment a l'air de très sympatoche dès lors qu'on s'intéresse aux jeux coopératifs. N'oubliez pas aussi, n'oubliez pas, je ne l'ai pas encore dit, mais bon, pour ceux qui le connaîtraient déjà, qu'il s'agit aussi d'une sorte de refonte de Dawn of the Peacemakers, donc un autre jeu du même éditeur, du même auteur, qui était sorti il y a quelques années, et donc le jeu est un peu streamliné, donc un petit peu affiné, un petit peu poliché, on va dire, par rapport à sa version précédente, pour en faire un jeu encore meilleur, avec en plus de ça un très bel insert, très ergonomique. C'est donc pour 1 à 4 joueurs, rien ne vous empêche d'y jouer en solo, mais à mon avis c'est plutôt un jeu qui mérite justement d'être joué à plusieurs, au moins 2, 3, 4 joueurs, pour vraiment en profiter dans sa pleine mesure. C'est pour des parties de 60 à 120 minutes, et donc 14 ans et plus. Et donc vous aurez toujours donc deux armées qui vont s'affronter, pas les vôtres, hein, mais ça c'est géré par une sorte de d'IA, donc les fameux decks de cartes. Et vous êtes au milieu avec vos 4 petits héros que l'on voit pas ici, qu'on verra plus tard, peu importe, et qui vont tenter d'amener la paix dans la zone de conflit en gros, avec donc 6 scénarios uniques, et donc une grande facilité vraiment d'installation et de rangement également. Pour ce qui est des rewards, donc des pledges, vous avez ici le pledge de base à 55 € pour Peacemakers, plus son petit promo pack que vous voyez ici, qui rajoute 10 cartes supplémentaires si je ne me trompe pas. Et ensuite vous avez à 65 $, la même chose, plus des sleeves, donc en gros toutes les protège-cartes nécessaires pour le jeu, sachant qu'il y a 300 cartes si je ne me trompe pas. Et ensuite vous avez aussi des petits bundles, comme ici le Snowdale All-In Gameplay Bundle, donc tous les jeux de Snowdale, donc à savoir Dale of Merchants, donc la vallée des marchands, je crois, plus Lands of Gazir, plus Peacemakers, le tout pour 220 €. Et puis également le Snowdale All-In en Deluxe, cette fois-ci pour 400 $, qui vient ajouter donc tous les sleeves, les néoprènes, les tapis de dés, les dés customisés, etc. Donc bref, tout l'aspect customisation de chacun des jeux sortis chez Snowdale. Bien sûr, avec, comme souvent sur GameFound, le petit Stretch Pay qui vous permet de payer en plusieurs fois, donc étalé sur plusieurs mois. Ensuite, qu'y a-t-il de saillant dans cette campagne de Peacemakers? D'abord, le Custom Insert que vous voyez ici, donc un insert customisé qui vous permettra vraiment de ranger et d'installer le jeu très rapidement en fonction des scénarios que vous allez choisir. Ensuite, les petits meeple screen print très jolis, vraiment très classe. Ensuite, 6 scénarios uniques avec les cartes qui vont avec, bien évidemment. 300 cartes au total, avec donc chacune leur protège carte si vous choisissez le niveau de pledge en adéquation. Ensuite, tout un tas de superbes illustrations de Samy Laxo et de Jesus Delgado. Ensuite, continuons. Qu'y a-t-il dans le jeu de base? On vous le montre ici. Alors justement, ce sont ici vos 4 aventuriers. 4 aventuriers, j'ai mis un S à 4. 4 aventuriers que vous voyez ici, donc avec chacun leurs propres compétences, leurs propres forces et faiblesses. Ensuite, 29 petits meeple screen print représentant les armées en présence avec les Oslo, les Macao, les Tuatara, je connais pas, les ours, les toucans, les iguanes et les grenouilles. Ensuite, les 2 fascicules représentant les zones de combat, les zones où vous devrez mettre les decks de cartes également, etc.
j'allais dire plus de 300 cartes, non, 300 cartes, tout simplement. 200 cartes d'ordre, qui sont donc les actions que vont accomplir les armées en présence, avec, vous voyez ici au dos toujours, la faction qui est représentée par une partie de l'animal en question. Ensuite 40 cartes de ressources, 30 cartes de horror, donc les cartes d'horreur ce sont des cartes que vous aurez en tant que malus on va dire, si vous ne réussissez pas à établir la paix suffisamment rapidement, et ça va venir impacter vos personnages pour le reste de la partie par exemple, donc vous aurez à cœur de les éviter bien évidemment. Vous aurez aussi un petit promo pack d'une valeur de 5 € qui sera offert durant la campagne, qui vous offrira 10 nouvelles cartes de horror justement. Ensuite, les petits meeples, les petits tokens, etc. en tout genre, le livret de règles, etc. Et donc le fameux insert en plastique très classe, très ergonomique. Le how to play, on commence ça assez rapidement. Vous allez choisir un des 6 scénarios en présence. Ensuite, vous allez placer les petits meeples sur les zones où il faut. Ensuite, vous allez mélanger quelques petits dates de cartes et vous êtes prêt à partir à l'aventure. Donc c'est très rapide en termes d'installation. Ensuite, vous avez la phase des aventuriers, donc votre phase à vous, des joueurs autour de la table, où vous aurez donc à cœur de jouer certaines cartes en fonction du timing, de la situation, de ce que vous voulez accomplir, de la synergie entre vos personnages, sachant que c'est un jeu où il n'y a pas de tour de jeu, c'est à vous de choisir qui va jouer la prochaine carte, et il n'y a pas donc d'ordre établi, on va dire. Ensuite, c'est la phase de l'armée, et donc comme je l'ai montré tout à l'heure, vous aurez donc 2 decks de cartes pour chacune des armées, et vous allez retourner la première carte de chacun des 2 decks pour vous donner l'ordre que la faction en présence va accomplir ce tour-ci. Donc ça c'est assez malin, je me demande ce qu'il en est de l'équilibrage, bien évidemment, mais ça a l'air d'être assez malin et très bien pensé. Et puis ma foi, les petites cartes de Horrors of War, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, qui vous seront infligées si vous ne réussissez pas à mener à bien votre mission suffisamment rapidement. Voilà ma foi, c'est à peu près tout. Ensuite, on va pouvoir aller chercher les frais de port assez rapidement. Alors je crois qu'il y a ici un petit comparatif, c'est ça, comparatif entre Dawn of Peacemakers et Peacemakers, donc la version refondue, on va dire, remise au goût du jour et affinée. Qui est donc Peacemakers Horrors of War, inspiré par donc Dawn of Peacemakers, sorti il y a déjà 5 ans. Et donc, je parlais tout à l'heure des frais de port, les voici, sachant que la TVA est déjà payée, donc vous n'aurez pas besoin de l'ajouter dans un potentiel Pledge Manager. Pour l'Europe, donc l'Union Européenne, sauf Finlande et Allemagne qui ont des prix un peu plus concurrentiels, un peu plus avantageux, 15, 20 €, 25, 32, 30, 40 en fonction de votre pledge. Sachez également que la Suisse est incluse dans cette même région. Ensuite, pour le Canada, 30, 35, 40, 50, 45, 55, ça douille un petit peu. Et pour nous, ça douille encore un peu plus, 40, 45 jusqu'à 50, 65 de frais de port. Voilà donc pour Peacemakers Horrors of War, qui, vous l'aurez compris, est une sorte de refonte de Dawn of Peacemakers de 2018, mais améliorée, et ma foi, c'est vrai que ça a l'air d'être très sympatoche. Voilà donc pour ce menu avec Peacemakers en dernier dessert de la journée, avec ses 800 backers et 26 jours avant la fin de la campagne qui est d'ores et déjà financée. Voilà, c'était un très court menu crowdfunding cette semaine. J'espère que vous n'aurez pas trop souffert du manque de temps que j'aurais passé à étudier chaque campagne comparativement aux autres semaines, mais bon, vous me l'excuserez, hein, mes parents s'apprêtent à partir, à rentrer en France, donc il fallait bien qu'on passe un dernier week-end un peu sympatoche ensemble, à faire des petits trucs tous ensemble, et donc j'avais pas beaucoup de temps pour moi. Voilà, c'est comme ça. Mauvaise excuse, mais bon, hein, on n'est pas professionnel tous les jours, que voulez-vous, parfois il y a un petit peu de moins bien, c'est comme ça, c'est la vie. Mais bon, ceci dit, on se retrouvera bien évidemment la semaine prochaine avec cette fois-ci un menu peut-être un petit peu plus riche, parce que là, septembre arrive, bien sûr, et donc, qui dit septembre dit rentrée des classes, et ça vaut aussi pour les éditeurs, et pour les campagnes Kickstarter, GameFund, Backer Kit également, et on va avoir pas mal de campagnes assez intéressantes pour septembre, donc accrochez-vous bien, on repart sur des semaines bien plus intéressantes. Donc d'ailleurs, je vous encourage tout de suite à aller voter pour, encore une fois, le sondage de la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien, prenez soin de vous et de vos proches, et à la prochaine.